On est bon? Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Chag Sameach, Chanukah Sameach, Shavuot Tov. Je souhaite, Bezrat Hashem, à nous tous, à tout l'homme Israël, que nos vies soient éclairées grâce au mérite des lumières de Chanukah. Amen. Le cours sera dédié, Bezrat Hashem, ce soir, Leilou Nishmat Yosef Ben Moshe Vesameach. Si Dieu veut que je vous roue, il fasse que son âme repose en paix, Bezrat Hashem. Amen. Également, les Leilou Nishmat Hamina Bat Mazal, Bezrat Hashem. Comme vous le savez, on va parler ce soir, je ne sais pas si vous avez pris maintenant l'habitude depuis, quand on met la table et qu'on parle de halachot. On a besoin d'être posé, vous comme moi. S'il y a des questions, évidemment, vous levez la main poliment et je vous donnerai la réponse, la parole avec plaisir. Ce soir, on va parler essentiellement, mes amis, on va faire quelques petites histoires, des chiloshim évidemment, mais surtout les halachot, vu qu'on a allumé quelle bougie ce soir de Hanouka? Tout ça, pour l'instant, personne ne s'embrouille, c'est encore facile à tenir. Ok. Donc ce soir, on parlera de halachot pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la semaine, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En cas d'oubli, on s'est embrouillé, on ne sait pas, on est invité, on n'est pas là, on sort, on revient, l'horaire, pas l'horaire, j'ai le temps, j'ai pas le temps, j'ai peur, j'ai du feu à la maison. Il y a plein de cas de figure. Et surtout, Bezrat Hashem Shabbat qui va arriver, comment on fait, à quelle heure on allume, la Havdalah, la synagogue. Bezrat Hashem, j'espère, avec l'aide du ciel, qu'on arrivera à voir la majorité des halachot que je vous ai préparé ce soir. Alors, déjà pour commencer, je vais ouvrir avec une belle histoire. La vérité, ces histoires, moi je les aime bien. Juste pour vous compreniez un petit peu qu'est-ce que c'est la grandeur de la mitzvah, de la Katnerot de Hanouka. On raconte l'histoire qu'un jour, on est parti voir celui qu'on appelait le Chosé Milouvlin. C'est une personne à droite qui habitait donc à Louvlin. Il était capable de voir des choses extraordinaires, c'est pour ça qu'on l'appelait d'ailleurs le Chosé, le voyeur de Louvlin. Entre parenthèses, un jour on raconte qu'à l'époque de Rabbi Meir Abouchatzira, Alav Shalom, qui était un des enfants de Baba Saleh. Grand tzaddik d'ailleurs, qui est le père de Rabbi David Abouchatzira, qui est un aria aujourd'hui. Vous imaginez un peu le calibre. On raconte qu'un jour, il y a eu un juif qui avait été kidnappé. Impossible de remettre la trace sur lui. Impossible. Le Shabbat, le Mossad, des services secrets, impossible de retrouver. On est parti voir Baba Meir. Baba Meir, il a demandé son nom, il a fermé les yeux, il les a dirigés dans la ville, dans le quartier, dans l'immeuble, par où il fallait passer pour retrouver la personne qui était prise en otage. Ça, c'est des choses extraordinaires. Maintenant, comment on arrive à ce genre de choses, il faut comprendre. Je vous l'ai déjà expliqué dans des cours précédents, mais c'est toujours bon de répéter. On est, n'oubliez pas, habité par une neshama. La neshama, elle n'a absolument rien de physique, ni de matériel. C'est une partie directe de Dieu. On est d'accord, si on n'est pas athée, que Dieu est illimité. Pour lui, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de distance. Ça n'existe pas, toutes ces notions que nous, on a. Donc la neshama, c'est le potentiel qu'elle a. De voir là où elle veut, d'accéder à ce qu'elle veut. Mais le corps, lui, il a limite. Par contre, il y a un être humain qui est capable de rendre son corps tellement kadosh que son corps et sa neshama ne font qu'un. La neshama n'est plus limitée par les yeux de la personne, par le corps humain de la personne. Elle peut voir à travers son corps comme si elle était totalement libre de vivre et de voir ce qu'elle veut. Et ça, comment on arrive à ce genre de kedusha, mes amis? C'est par Shmirat Haïnaïm. Par la pureté qu'on garde sur nos yeux. Une personne qui est capable de faire attention à ses yeux, de jamais regarder quelque chose d'interdit, il est capable de donner à sa neshama la possibilité de voir Mikatse Haolam Ve'at Katseu, d'un côté du globe à l'autre. Par contre, si une personne utilise ses yeux pour des bêtises, alors il va encrasser la vue qu'elle a avec la neshama. Et pourquoi on vous dit que les yeux, je vous ai déjà dit également, la neshama, où est-ce que se situe dans le corps? Pas dans le cœur, dans la tête. Donc si la neshama, elle est là, les yeux sont en contact direct avec la neshama. Si vous voyez quelque chose de mauvais, la neshama, elle est tout de suite tapée par ça. Ça encrassé, elle a pris un coup. Donc ça veut dire que les yeux sont les fenêtres de la neshama. Donc c'est un tzaddik qui est capable pendant 50, 60 ans. Les seules femmes qui regardaient, c'était leurs femmes et leurs filles. Ni les belles-filles, ni les cousines, ni la belle-mère. Bon, tu me diras ça, à la rigueur, ça peut rendre service des fois. Razé Shalom Kashim regarde toutes les belles-mères, amen, on les adore. Vous avez compris, Mishum Tsniout, il n'y avait pas de c'est ma tante, non. Tsniout, c'est Adasof. Ah bon, encore une fois, je ne vous demande pas d'être, qu'on appelle ça, comment on dit, Kitsoni, extrémiste. Vous rentrez à la maison, dites bonjour à votre belle-mère, ça va vous faire des problèmes sinon.
Votre belle-sœur, dites-lui bonjour. Mais vous avez compris, venez déjà, rien qu'on on peut essayer de ne pas regarder ce qu'il y a en dehors déjà du cercle familial, ce sera déjà très bien. Donc pour revenir à notre histoire, on est parti voir donc le José de Louveline, celui, pareil, le voyeur de Louveline. On est parti lui dire, ah, dans la ville d'à côté, il y a un juif, c'est un Racha Meroucha. Pourquoi? Parce que c'est un Moser. C'est quoi un Moser? C'est une balance. C'est une personne qui va voir l'État, donc non-juif, et il balance tous les juifs, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, de bien, de pas bien, et à cause de eux, il y a même des juifs qui sont mis en prison à cause de lui. Raph, faites quelque chose. Qui, je sais pas, une bracha pour qu'il tombe, pour qu'il se taise, je sais pas, qu'on ait plus de problème. C'est une horreur. C'est que Moser al-Piatora, c'est très très grave. Très très grave d'être Moser, de balancer. Si on peut éteindre le téléphone, ce sera encore plus simple. Toda Rabba. Le Rav, il a dit ok. Il fait son allumage de Hanouka. Il demande le nom de ce juif. Et là, il réfléchit. Et il dit comment est-ce que c'est possible que ce juif, il est Moser, c'est une balance, alors que je vois qu'il est en train de briller dans tous les mondes célestes. Une fois, il dit Rav, on vous dit que c'est un rachat. Mamash, c'est un rachat. C'est là, Kholiot. Il dit je sais pas quoi vous dire, mais pour l'instant, en tout cas, il est inatteignable. On finit Hanouka. À ce moment-là, le Rav, il redemande son nom. Il réfléchit, et là, à ce moment-là, il maudit cette personne. Et là, je dis Rav, on ne comprend pas. Il y a 3 jours, c'était un tzaddik. Il a été inatteignable. Maintenant, vous dites qu'il est capable, il mérite sur la tête des choses pareilles. Et là, il donne un secret extraordinaire. Il lui dit, regardez, je vous lis les mots. Moserze, cette balance. Kama sheshefelu, à kama qu'il était bas. Becholzot idlik et nerot Hanouka. Mais c'est un juif. Et la semaine où vous êtes venu me voir, c'était Hanouka. Et lui aussi, il a allumé la Hanoukia. Ou kacher idlik. Et quand il a allumé, Ra'iti shemeiru bekola olamot. J'ai vu que le mérite de l'allumage de la Hanoukia, ça fait briller l'âme d'une personne dans tous les mondes célestes. Et il est inatteignable. C'est comme si c'était un tzaddik. C'est pour ça qu'il fallait que j'attende après Hanouka pour plus qu'il ait cette lumière protectrice pour faire en sorte qu'il ne va plus vous déranger. Pour vous montrer à quel point c'est grand la protection du mérite de celui qui allume sa Hanoukia. Vous comprenez? C'est nous on a l'impression que c'est un peu, on va dire bon enfant, on est là, on va manger des beignets, on a une Hanoukia, etc. Bien sûr que c'est bon enfant. Il faut que les enfants, il faut que ce soit en famille, on va voir qu'il y a même des halakhot qui en découlent de ça. Mais la puissance de l'allumage des bougies de Hanouka, mes amis, c'est inégalable. D'ailleurs, je vais vous apprendre un très beau chidouche. Vous savez ce que c'est le Or HaGanouz? Ouais. Peter il sait. Si Peter il sait, moi je suis tranquille. Le Or, c'était quoi? À Kejvo, quand il a créé le monde, à Maaseh Bereshit, il y avait une lumière dans le monde qui était très très puissante et qui n'était que bien fait. Rien que la lumière en elle-même, elle pouvait apporter des choses à l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Adam Arishon a fauté, Akjbrou a dit que cette lumière, on ne la méritait plus. Il l'a pris et il l'a caché. C'est pour ça qu'on appelle Or HaGanouz, qui veut dire la lumière cachée. Il a caché où et pour qui? Il dit Razal. On l'a caché, les Hatid Lavo, pour le monde futur, pour la fin des temps, pour les tzadikim. Ok, alors en attendant, nous, si on n'est pas tzadik, ou je ne sais pas pour quelle raison, on n'aura jamais le mérite de voir cette lumière. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hachem, il a caché dans 2 endroits auxquels on peut avoir accès. La première, c'est où? C'est dans la Torah Gdosha. Hachem, il a pris l'Or HaGanouz et il l'a mis dans la Torah. Une personne qui étudie la Torah, il s'imprègne des mots, le livre de Halachot, le livre de Gemara, le Chumash, le Navi, son âme, elle est en connexion avec l'Or HaGanouz. C'est quoi le nom? Pardon, l'Or HaGanouz, j'ai dit, c'est la lumière qui a été cachée. Or HaGanouz. Ça, c'est le premier endroit. Et deuxième endroit, c'est où? Hachem, il nous fait un cadeau, Rabotai, une fois par an. Celui qui allume ses bougies de Hanouka. La première demi-heure qui suit l'allumage, la lumière qui jaillit dans les bougies, c'est le Or HaGanouz. C'est pour ça qu'on vous dit, et c'est très, 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 très important. Non seulement d'allumer à l'heure, on va en parler tout à l'heure, mais surtout quand vous allumez vos bougies et vous faites des prières, regardez les bougies de Hanouka brûler pendant la première demi-heure. Ça paraît long une demi-heure, mais je vous assure que quand vous faites Adlaka comme il faut, vous prenez le temps, vous allumez, vous faites une petite chanson, vous faites un petit peu d'Iratson, les choses qui sont écrites dans les livres,
Vous savez quoi, vous allez dire, écoute, moi je ne sais pas lire, moi je suis quelqu'un de simple, je sais juste allumer la bougie. Prenez une chaise, asseyez-vous devant la Hanoukia, on ne vous a rien demandé de plus. Vous avez des choses à demander, je suis sûr, on a tous des choses à demander. Et si Baruch Hashem, vous n'avez rien à demander, ni la santé, ni l'entente dans la maison, dans la famille, ni la parnassa, ni la réussite de vos enfants, si vous avez tout grâce à Dieu, ben, il y a du Ham Israël qui a besoin de filotes. Il y a des Chayim qui ont besoin de filotes, il y a des pauvres, il y a des Khatoufim, on n'en parle plus. Les gens, ils ont été libérés. Et vous savez dans quel état ils sont, les pauvres? Et les soldats, dans quel état ils sont? Et les équipes de Mada, les gens qui sont que dans leur tête, ils ne sont pas explosés. Ils ont besoin de Yeshuot. Alors si vous avez tout, prenez le temps de prier pour l'âme Israël. Et il faut savoir que cette demi-heure, comme il y a le Hora Ganouz, c'est un Ed Ratson extraordinaire. Ce n'est pas normal. La première demi-heure qui suit l'allumage de Hanouka, c'est la demi-heure la plus puissante de Hanouka. Après, bien sûr, il y aura Bezrat Hashem dimanche soir et lundi, Zot Hanouka. Le dernier jour qui est le jour le plus puissant de Hanouka. Et il dit, Rabbi Chaim Pala dit, que le jour de Zot Hanouka, c'est plus puissant que le Neila le jour de Yom Kippour. Je répète, le dernier jour de Hanouka, c'est aussi puissant, voire plus puissant que la Neila le jour de Yom Kippour. Alors que le jour de Yom Kippour, on avait jeûné pendant 25 heures. Et on a prié, on a fait 5 prières, et on a fait des slichot, et on vient d'un mois de slichot, plus Rosh Hashanah, plus Seredim et Tchouba, et on a fait Tchouba, est-ce que tu veux, on arrive la langue dehors, on dit Neila, tout le monde attend la Neila, et on va se battre pour acheter la petite Daïchal, et on va faire des bons maasim tovim. Là c'est Hanouka, t'as mangé des beignets, des fricassés, des churros, ce que tu veux, t'es en plein kiff. Et je dis que le jour de Zot Hanouka, c'est le jour où on va signer dans l'année. Donc comprenez, Rabotai, c'est très important que vous preniez conscience et connaissance des jours particuliers dans lesquels on se trouve. Et Bezrat Hashem, si vous faites des bonnes filotes, je suis certain qu'on aura tous et toutes les choses qu'on demande. Amen, Kenny Ratzon. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle cette fête Hanouka? Il faut savoir, alors l'histoire, je vous dis la vérité, ce cours, il m'a pris énormément de temps de préparation, pas que pour les halachot, mais c'est un livre, je vous invite vraiment, ceux qui comprennent hébreu, je vous montre, je ne garde pas mes sources pour moi. Ce livre s'appelle, voilà, Yemei Hanouka Be'alacha ou Be'agada, il a été créé par un grand Avétran qui s'appelle le Rav David Naki. Mamash, il a été Meshamesh, il était très très proche du Rav Ovadia Yosef. Il a sorti toute une série de livres, donc c'est halachot qui sont faits quand même assez en résumé, avec beaucoup de mékorot, beaucoup de sources, beaucoup d'histoires. Il a fait un set entier, moi j'ai acheté le set pour vous dire, sur toutes les fêtes, sur Shabbat, sur tout. Et vous voyez, celui qui comprend l'hébreu, il se régale, il explique de A à Z toute l'histoire de Hanouka, depuis quand elle a commencé, comment elle s'est déroulée, les Maccabim, avant, après, Yehudi, toute l'histoire que vous connaissez par bribes, tout est détaillé. Si je devais raconter les histoires, on passerait ici à peu près, je pense, 3 jours. Ok, je ne sais pas si vous et moi on a les ressources pour ça. Donc, en bref, vous savez qu'il y a eu une guerre à Hanouka, n'est-ce pas? En tout cas, bien avant, et même après. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Le jour de Kafé Kislev, le jour du 25 Kislev de l'année où il y a à l'époque les Hashmonanim, c'est le jour où les Bnei Israël, les Kohanim, les Maccabim, ils ont pu avoir un moment de répit, ils ont gagné en grande partie la guerre qui menait contre les Grecs, et ce jour-là, ils sont re-rentrés au Beth Amikdash qui avait été conquis par les Grecs, qui avait été souillé par les Grecs, ils ont repris possession du temple. Donc on appelait ça Hanouka. Ils se sont reposés, le café, le 25, c'est pour ça qu'on a appelé ça Hanouka, qui veut dire en hébreu le repos du 25 mois de Kislev. À part ça, il faut savoir une chose, que quand les Hashmonaïm ont repris possession du temple, il était dans un état pitoyable. Tout, absolument tout, avait été impurifié. Le Kodesh HaKodashim, la Menorah, comme vous le savez, les huiles, mais surtout également, ils avaient apporté des chazirim, des cochons sur le Mizbeach. Ils n'avaient rien laissé au hasard. Non, il faut comprendre, c'est un peu complexe, mais le Mizbeach, il était très compliqué à purifier. Une fois qu'il était impurifié, il fallait le casser, il fallait le refaire. On ne pouvait pas, on n'avait pas le temps. On ne pouvait pas comme ça juste faire un truc. Il fallait casser le Mizbeach, le refaire. On n'a pas le droit de mettre de la lame. Donc, comme il était plus réutilisable, on a dû créer rapidement un nouveau Mizbeach. Et on a inauguré ce Mizbeach ce jour-là. Le 25 Kislev, c'est pour ça qu'on disait Hanouka, parce que c'est l'inauguration du nouveau Mizbeach. Quand on va rentrer dans une maison, comment on appelle ça? Hanouka Abayit. Parce que ça veut dire inauguration à part ça. Donc du fait qu'on a inauguré aussi ce jour-là un nouveau Mizbeach pour apporter les corbanotes à nouveau, korban tamid, etc., c'est pour la raison pour laquelle on va appeler ça Hanouka. Et évidemment, l'idée principale, c'est quoi? Vous savez que quand les Bnei Israël sont rentrés, enfin les Bnei Israël, les Juifs
sont entrés dans le Mikdash, ils ont voulu tout de suite reprendre le service divin. Qu'est-ce qu'ils voulaient allumer immédiatement? La menorah. Sauf que la menorah, on peut l'allumer avec ce qu'on veut ou pas? Il fallait une huile spéciale d'olive avec la chotemet, la signature du Kohen Gadol. Sauf qu'on cherche, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont tout pris, ils ont tout souillé, ils ont tout cassé. Vous connaissez tous l'histoire. Ils ont finalement trouvé une fiole qui avait été restée Kadosh, qui a duré 8 jours. Et que les Grecs n'avaient pas trouvé. Ils l'ont pris, ils l'ont allumé. Et comme il a dit Peter, combien de temps l'aurait dû durer? 8 jours. Un jour. Combien de temps elle a duré? 8 jours. Donc le miracle, c'est combien de temps? 8 jours. 7 jours. Je répète, 7 jours. si la fiole, elle doit durer un jour, et qu'elle dure 8 jours, le miracle, il a duré combien de temps? 7 jours. Alors pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? On dit c'est Zecher Lanes, en souvenir du miracle. Mais le miracle en soi, il a duré 7 jours. Le premier jour, il est naturel, il n'y a pas de miracle là-dedans. Allez, rapidement, madame, allez-vous. C'est vous la représentatrice des dames ce soir. Dites-moi, vous avez une idée? Non, tout simplement parce que le fait de l'avoir trouvé, Oui. c'est déjà un miracle. Oh, c'est pas mal. Vous avez entendu ce qu'elle dit, la dame? Elle dit c'est vrai que l'allumage en soi, le miracle n'a été que 7 jours. Mais d'avoir trouvé déjà une fiole pour un seul jour, déjà en soi, c'était un miracle. Bravo, vous avez écouté des cours de Torah, je vois. C'est très bien. Ça va, cette question que je vous ai posée, c'est la question du Beth Yosef. Rabbi Yosef Karo, dans son ouvrage sur le tour, c'est lui qui pose la question. Il y a à peu près sur cette question 500 réponses qui ont été données. J'imagine. Alors vous êtes prêts? C'est bon? Là, on a fait numéro 1. Il n'en reste plus que 499 pour vous donner. Ok? Maintenant, je vais vous donner un autre beau chidouche. Je ne pense pas que celui-là, vous l'avez entendu. Il y en a plein qui disent que ils ont même séparé l'huile en 8 parties. Donc, ils ont pris à chaque fois 1/8 de l'huile. Et le miracle, il a été chaque jour. Pourquoi? Parce qu'au lieu de brûler très peu de temps, à chaque fois, ça durait un jour entier. Donc, même le premier jour, c'était un miracle. Mais je pense qu'un des plus beaux chidushim que j'ai entendu, c'est quoi? C'est que Béhémet, quand ils ont mis l'huile, ils ont mis la totalité, ils ont dit on allume. Quoi qu'il arrive, il faut allumer, advienne que pourra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose qui ne se consume pas? À l'époque de Moshe. Voilà, là, il est au taquet, Peter. Il est revenu en forme, c'est incroyable. Moshe Rabbeinu, comment Hachem s'est dévoilé à lui? À travers un buisson ardent, mais le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. C'est de la folie ce qui s'est passé. Il y a un chidouche qui est donné que quoi? Pourquoi il y a eu un miracle extraordinaire à Hanouka? Parce que l'huile qu'on a mis ne s'est jamais consumée. C'est-à-dire que même le premier jour, même si tu veux dire non, mais il y avait de l'huile pour que ça brûle, c'est vrai, mais l'huile a donné d'une flamme quelque part, mais elle ne s'est pas consumée du tout. Donc du coup, ça fait que, au final, même le premier jour, c'était un très très grand miracle. Top. Maintenant, Rabbi, on va passer au halachot, et j'espère, mes enfants, que vous allez tous hocher la tête au fur et à mesure, parce que il n'y a pas de feinte forcément, mais il y a des trucs à savoir. Il faut savoir que Rabotai, la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah béhémet très 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 particulière. Et je vais vous donner peut-être je vais commencer même par la fin, parce que je suis en train de vous donner justement l'importance de Hanouka. Une personne qui n'a pas de loulav, qu'on doit prendre normalement à Soukot, une personne qui n'a pas de souka, etc. Non, quand on achète ces objets, qu'on fait une souka, avant d'utiliser, on est obligé de faire une bracha. Sur le loulav, tu dis Anetilat loulav. Sur la souka, tu vas dire les chefs basouka. Sur la matzah, tu vas dire Alachilat matzah. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu fais une bracha. Moi, je me pose une question simple, il n'y a pas de piège. Une personne qui n'a pas de loulav, il peut faire la bracha? Il peut pas. T'as pas de loulav, tu fais pas. Une personne qui n'a pas de filine, il peut faire la bracha? Il peut pas. L'anière tes filines, t'as pas de filine, ça marche pas. Une personne qui n'a pas de souka, il peut être chez lui et dire les chefs basouka, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle mitzvah que tu dois faire dans la Torah, tu dois t'apprêter à la faire pour pouvoir faire une bracha. Si vous apprenez un très grand chidouche, Hanouka c'est différent. C'est la seule mitzvah que même si tu ne peux pas allumer ta Hanoukia, tu peux faire la bracha. Alors je vais expliquer. Ça s'appelle Birkat Haroé. La bracha de celui qui voit. C'est-à-dire une personne, je précise, qui n'est pas dans la possibilité d'allumer sa Hanoukia. Par exemple, ce qui peut arriver, le type il est en voyage. Ok? Donc il prend l'avion, je fais exprès de prendre une horaire tôt, très tôt, je vous expliquerai après pour toi. Il a un vol à 15h. Donc ok, il fait jour, selon aucune chita, c'est pas possible d'allumer les bougies à cette heure-là de Hanouka. Il prend l'avion, il arrive à Paris. Tu dis Mabaya, quand il va arriver à Paris, il fera nuit, là-bas il allumera ses bougies, jusque-là ça va. Mais si le type il va en Chine, ou aux États-Unis, ou je sais pas quoi, et avec le décalage horaire, il décale
il décolle en journée et il atterrit en journée déjà le lendemain de la première bougie. Donc c'est-à-dire qu'à aucun moment, il aura eu l'occasion d'allumer sa bougie. Qu'est-ce qu'il fait? Alors évidemment, s'il a du monde à la maison, il n'y a aucun problème, on va voir ça aussi. Ner Ishubeto, c'est une bougie par maison. Si les monsieur est en déplacement, madame fait la bracha, elle a quitté, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, on reviendra en détail tout à l'heure. Maintenant, s'il n'y a personne qui peut allumer pour lui, il va être bloqué. Est-ce qu'on appelle Birkat Haroé? Ça veut dire que si par exemple il va arriver à l'aéroport, et il y a nos amis Chabad, ils auront allumé là-bas dans la synagogue, et qui passent, et qu'il est, je précise, dans la première demi-heure qui suit l'allumage de la bougie. C'est très important. Si on est après, ça ne marche pas. S'il arrive, il voit la Hanoukia allumée, et il demande au Rav, ça fait combien de temps que vous avez allumé? Il dit, ça fait exactement 26 minutes. Qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, combien de bracha on fait le soir de Hanouka? Normalement, il y en a 3 le premier soir. Le premier soir de Hanouka, il y en a 3. Je répète. Parce qu'Alpi Kabbalah, ça fait le mot Nachal. Le fleuve, c'est un truc du Kadosh. Ok? Ner Hanouka, pas Shel Hanouka. L'Adlik Ner Hanouka. Deuxième bracha, chez Hassan Issim Lavotenu, Bayamim Ahem, Bazman Nazé. Et troisième jour, chez Echianou. Bekimanu, donc la troisième bracha, le premier jour uniquement, chez Echianou. Si notre ami, il n'a pas pu, donc on a dit, il ne pourra pas allumer sa Hanoukia, il ne fera pas la première bracha, l'Adlik Ner Hanouka, parce que là, il n'a pas allumé. Par contre, il pourra faire les brachot, les deux autres, chez Hassan Issim Lavotenu, et si on est le premier soir également, chez Echianou et Kimanu. Si on n'est pas le premier soir et qu'il voyage le troisième soir de Hanouka, il fera uniquement chez Hassan Issim Lavotenu. Est-ce qu'il peut dire la Dlik Ner Hanouka? Non, parce qu'il n'a pas allumé. Mais on lui autorise quand même à faire des brachot d'allumage de Hanouka, même s'il n'a pas allumé, qu'il ne fait que regarder. Pourquoi? Parce que toute la mitzvah de Ner Hanouka, c'est quoi, Rabotai? Pirsoumanes. Divulguer au maximum le miracle qui s'est passé à l'époque de Hanouka. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose qui est très important. Comment ça se fait que moi aujourd'hui, je dois tellement autant fêter, crier sur les toits ce qui s'est passé il y a beaucoup de temps? Bon, c'est-à-dire Hasra, il y a eu un miracle, c'est-à-dire, mais moi en quoi j'ai un miracle aujourd'hui, dans ça aujourd'hui? Alors sachez, il faut vraiment comprendre. La bracha qu'on fait, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, chez Hassan Issim Lavotenu, ça veut dire quoi? Béni soit toi Hashem qui a fait des miracles à nos pères, Bayamim Ahem, à leur époque. Jusque-là, ça va. Aval quoi? Bazman Azé. Dans ce temps-là. C'est quoi le temps-là? Ça veut dire on est maintenant, on est combien en français? On est le 15 décembre 2025. Et je suis en train de dire, Hachem, tu fais des miracles. Bayamim Ahem, à l'époque, et Bazman Azé. Et maintenant? Mais le Beit Amikdash, il n'a pas été reconquis maintenant. Là, maintenant, on n'a pas gagné une guerre extraordinaire. On n'était pas 10 ou 20 ou 100 contre des milliers. Donc, Hachem, on a des guerres, on a des miracles, ça je veux bien. Il y a une armée aujourd'hui, il y a du répondant, il y a des dômes de fer, il y a des missiles. Comment tu peux dire qu'il y a eu quelque chose à l'époque qui se passe aujourd'hui? Et la Marabota, la réponse est extraordinaire. Nous dit Srazal que cette bracha, elle n'a pas été instaurée en vain. Et la main. Le même pouvoir de Yeshuot et de délivrance extraordinaire qu'il y a eu à l'époque des Grecs, pendant 8 jours, le même potentiel de miracle descend chez nous, à chaque époque, à chaque année, et on peut profiter d'avoir des miracles au-delà de la nature grâce au mérite de Hanouka. Chez Hassan Issim Lavotenu, Bayamim Ahem, à l'époque ça a été extraordinaire, et bien vous savez quoi? Bazman Azé également. Même aujourd'hui, Rabotai. Il faut comprendre une chose. Hachem, il ne nous a jamais laissé tomber. Hachem, il est toujours là toute l'année. Mais il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il a des moments comme ça qu'il offre à l'humanité. Des moments extraordinaires. Je vous donne un conseil vraiment. Si quelqu'un a besoin de Yeshuot, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il s'assoit devant sa Hanoukia et il prie. Combien de temps on a dit après la cave? La demi-heure. J'ai oublié de prier pendant la demi-heure. Tu es dans les 8 jours de Hanouka, ce sont des jours hyper puissants. C'est ça que moi je donne un conseil à tout le monde. Si quelqu'un peut s'efforcer de faire Teshuvah pendant cette semaine, c'est quelque chose de très grand. C'est comme si vous rentrez maintenant dans la série Teshuvah. Faire Teshuvah, demandez à Hachem. Le 8e jour, on va signer l'année. On l'a dit, on signe à Rosh Hashanah. Après, on a dit la signature n'est pas définitive à Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour. Yom Kippour, on l'a dit, elle n'est pas définitive, on attend au Shana Rabbah. J'ai une bonne nouvelle, au Shana Rabbah, ce n'était pas définitif non plus. La signature finale de chez Final, il n'y a pas après de encore une date reportée. Je ne vais pas vous dire la même chose à Pourim et à Pessah et à machin.
Là où on ferme les comptes des bilans de l'année, c'est le 8e jour de Hanouka. Donc quelqu'un qui est de bas, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va passer son Hanouka à manger des beignets, à faire des fricassés, à aller, à sortir, à s'amuser, à aller où il veut. Et il va laisser des diamants passer sous ses mains. Mais un type qui est intelligent, il va se prendre en main. Il va faire, pourquoi? C'est une mitzvah. On va voir qu'un des minagim de Hanouka, c'est justement de manger de la friture. Ouais, je sais que c'est plaisir aux Tunisiens. Pour une fois, vous avez de quoi vous appuyer. Il faut faire de la friture Hanouka. Faites des beignets, faites des fricassés, faites des churros, faites ce que vous voulez. Bon, essayez quand même de garder un minimum la ligne, faut pas exagérer. On vous a pas dit que c'est open bar non plus. Mais il y a une différence. La mitzvah, c'est manger un peu. C'est pas de se goinfrer et de dire après, oh là, qu'est-ce qu'on bouffe chez nous? C'est vrai qu'on bouffe. Alors c'est à toi de te limiter. Donc celui qui veut passer si pour lui Hanouka c'est les fritures, il a rien compris. C'est quelqu'un qui a compris que la friture c'est seulement venu un petit peu pour égayer tout ça avec les cadeaux qu'on va faire aux enfants, avec les dmei Hanouka, avec les réunions familiales, c'est extraordinaire. Mais surtout, il faut comprendre que c'est une période qui nous est donnée très spéciale. Celui qui a peut-être loupé le coche à Kippour, qui avait peut-être encore pas assez de mérite, il a beau y faire des slichot, il a beau y faire Roshana, et il est venu tellement de loin le gars, on arrivait à Kippour, on n'était pas loin, hein. On n'était pas loin, mais les mitzvot elles sont là, les verrottes elles étaient là. Malheureusement, ça penchait du mauvais côté. On te dit, tu sais quoi? On te donne 2 mois encore pour faire tes chouva. Tu as eu tout Chodesh, Kreshvan et Chodesh Kislev. Vous avez compris? Donc, grâce au mérite de Hanouka, regardez ce qu'on est capable d'avoir. Allez, et sans plus attendre, on va commencer, mes amis. Quand on fait l'allumage des bougies, alors on va rappeler quand même les dîmes Mechatrila. Il faut savoir que normalement, Meikaradine, combien de bougies on doit allumer tous les soirs? Une seule. Je répète, combien de bougies je dois allumer le soir avant pour être yotze de la mitzvah? Une seule bougie. Si moi ou quelqu'un n'a pas assez d'argent pour acheter à chaque fois 1 et 2 et 3 et 4, finalement combien de bougies on doit allumer au total? 36 sans le shamash. Ok? Lui dit écoute, moi j'ai pas. J'espère que vos prochains c'est le cas de personne et que vous connaissez personne autour de vous. Mais vous voulez faire une mitzvah, si vous savez que quelqu'un est vraiment dans le besoin, ou même 50 shekels. Je sais pas combien ça coûte les trucs à ouvrir aujourd'hui, 50, une cinquantaine de shekels. 50. Si quelqu'un n'a pas 50 shekels pour acheter une bougie de Hanouka, il te dit écoute, moi j'allume pas, mais vous voulez faire peut-être une des plus bonnes mitzvahs de votre vie, vous lui achetez des bougies de Hanouka. Le mérite que vous allez avoir par le mérite de son allumage à lui, ça dépasse l'entendement. Okay, mais si maintenant une personne elle n'a pas, l'homme j'allais se retrouver bloqué ou quoi, bien imaginez maintenant un type il est bloqué, je sais pas où, au fin fond de l'Italie, il est parti faire du ski, ok, près des Alpes là-bas. Et il a mal calculé son coup, bien il est arrivé, il y a plein de bougies qui sont cassées, là où il est, il ne trouve pas d'huile d'olive, bon, un cas à dormir debout, mais admettons que ça arrive. Il n'a que 8 bougies. Qu'est-ce qu'il fait? Une par soir. Ok? Maintenant, le hidour, c'est quoi? D'embellir la mitzvah, on fait comme Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? Kol yom mosif veholer. Chaque jour, il va rajouter une bougie. Donc le premier soir, je ne parle pas du shamash. Shamash, c'est à part. Premier soir, combien de bougies on allume? Deuxième soir? Troisième, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la fin, ok? Donc je répète, la première bougie que vous allumez le soir de chaque Hanouka, de chaque jour de Hanouka, c'est ça, la bougie de la mitzvah. Vous avez compris? La première bougie que vous allumez, c'est elle. Le reste, c'est un hidou. Pourquoi je précise que c'est la mitzvah? Il y a plusieurs nafkaminot qui sortent selon la halacha. Déjà, qui doit allumer cette bougie? La première, qui l'allume? Ça doit être le Baal Habayit. Le chef de maison. D'accord? Le mari, le papa, etc., le grand-père, si vient chez lui. Est-ce qu'on peut donner allumer à des enfants la première bougie? Non. C'est le papa qui doit allumer la première bougie, ou bien s'il n'est pas là, la maman. Ok? Il y a les autres bougies qu'on appelle donc le hidour mitzvah, ce qu'on rajoute pour la mitzvah. Est-ce qu'on peut donner ça à des enfants à allumer? La réponse, elle est comme ça. Si ce sont des enfants qui sont arrivés à l'âge de chinour, ça veut dire de les habituer au mitzvot. Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. 6 ans, 9 ans, alcool, les filles, Harifut Ayelet. C'est selon l'intelligence de l'enfant. Il y a des enfants de mise à 5 ans, ils savent ce que c'est Zimoun. Qu'est-ce que ça veut dire Zimoun? Lui, tu peux te mettre sa Harifut ou les Zimoun. Par exemple, si on est 2 adultes, vous voyez, 2 hommes, à combien minimum on fait Zimoun? À 3. Maintenant, si j'ai un enfant dans la maison, est-ce qu'il peut participer? Ça dépend. Si c'est qu'est-ce que c'est le Birkat, c'est pour remercier Hachem, et à qui on s'adresse, c'est à Hachem. Tu dis le Zimoun, c'est quoi? C'est pour faire le Birkat pour remercier Hachem. Il peut être Metzarev, on peut l'associer pour qu'il réponde au Zimoun. Pourquoi? Parce qu'il est conscient, il comprend ce qu'il fait. Donc si un enfant il est conscient de ce que c'est Hanouka, on allume Pirsoumanes, il y a eu la guerre, etc. Lui, machin, il a fait un petit peu à l'école. Lui, tu peux lui donner à allumer le reste des bougies, à part la première que tu as allumée. Okay? Par contre, si l'enfant est petit,
3 ans, 4 ans, même le hidour, il ne faut pas lui donner. Tu pourras lui donner le shamash. Ou bien, tu veux régler le problème, tu lui prends la main et tu allumes avec lui. Oui. Le shamash, il a une fonction où on peut ne pas l'allumer ou... Non, le shamash, il faut l'allumer, mais c'est vraiment, on va dire, c'est même pas un hidour mitzvah, c'est en plus. Pourquoi d'ailleurs, voilà, il a posé une question intéressante, pourquoi est-ce qu'on allume le shamash? Ah, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, combien de bougies on allume en totalité? On va allumer 36. Très bien. Pourquoi je rajoute le shamash? Parce que le passage qui dit dans Ishaïa, Séraphim Omedim Mima'al Lo. C'est quoi les séraphim? Ce sont des anges très très puissants, très kadosh, qui se tiennent au-dessus de lui. Ça veut dire quoi? Il explique ici d'ailleurs le Rav qui est intéressant. Il dit que c'est qui l'eau? L'eau c'est Gematria 36, la Medvav c'est 36. Il y a des gardiens qui sont au-dessus de ces 36 bougies et qui sont là pour le garder. C'est comme on va dire, il y a des séraphim qui nous protègent à nous et qui sont autour d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les 36 bougies, la manière dont on les allume, il faut à chaque fois leur mettre un gardien qui va être le shamash, qu'on va allumer à chaque fois de ces 36 bougies au fur et à mesure. Vous avez compris? C'est pas 36 le premier soir, mais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 à chaque fois. À la fin du 8 jours, combien de bougies j'ai allumé? 36. Donc je dois allumer également un shamash. On continue. Chez nous les Sfaradim, qui allume la Hanoukia, qui fait la bracha? Le papa. Combien de Hanoukiot on allume? Une seule. Une seule Hanoukia pour tous les membres de la famille. Ok? Chez les Ashkenazim, comment ça fonctionne? Tous les hommes allument une Hanoukia. Les filles, non. Les filles, oui, parce que c'est des Ashkenazim. D'accord? Les filles n'allument pas la Hanoukia, et bien sûr, surtout pas avec bracha. Et la femme du mari, évidemment, elle est acquittée, même si les Ashkenazim, par l'allumage de son mari. Mais même les filles ne doivent pas allumer, en tout cas, même si elles allument pour le délire, entre guillemets, pour le délire, c'est sans bracha. Par contre, les garçons Ashkenaz, malgré que le père allume avec bracha, eux aussi, quand ils allument leur Hanoukia, ils vont également refaire la bracha. Mais chez nous, chez les Sfaradim, ça n'existe pas. On allume à la maison avec papa et maman, on va arriver après quand on est invité, etc. Une bracha pour tout le monde. C'est pas la peine d'allumer d'autres Hanoukiot, etc., etc. Maintenant, une question très importante, parce que je vois que très souvent, ça fait beaucoup de problèmes dans les familles. Vous êtes à la maison, vous êtes à Paris, vous êtes en Israël, vous avez vos enfants qui sont revenus soit de l'armée, soit de la yeshiva, soit ce que tu veux, soit ils sont sortis sans les embouteillages, et ils vont rater l'heure de la hadlaka. Est-ce qu'ils sont acquittés par la hadlaka du père ou de la mère, même s'ils ne sont pas présents à la maison à ce moment-là? Ils sont acquittés. La réponse, ils sont acquittés sans problème. On n'a pas besoin d'être présent pour être acquitté de la mitzvah au moment de la hadlaka de Nerot Hanouka. Ça suffit que le père ou la mère, comme on l'a dit tout à l'heure, allume, et ils acquittent n'importe où se trouvent tous les membres de la famille, là où ils se trouvent. Ils sont au canyon, ils sont dans les embouteillages, ils sont à l'armée, ils sont à la yeshiva, ils sont totalement... Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, malheureusement, il y a des tensions pendant cette période-là. Le père, il appelle ses enfants, où tu es? Je t'attends pour l'allumage, mais pourquoi tu m'attends? Mais ça veut rien dire, c'est la mitzvah, pourquoi tu n'es pas là? En Bretagne, il y a quoi, on se calme, personne n'est obligé, à part celui qui allume, d'être présent quand on allume la Hanoukia. Alors, si j'ai le choix... Oui, madame. Je peux poser une question. Si on a un enfant qui n'habite pas la même ville que célibataire et qui n'avait pas la belle vie, Alors, est-ce que lui doit allumer? Alors, excellente question. Si j'ai un enfant, il n'est pas marié, d'accord? Il vit dans sa propre maison, Oui. Il est indépendant, Oui. donc il doit allumer chez lui. La seule chose qui nous permet d'acquitter un membre de la famille, c'est une personne, ce qu'on appelle chier, samour des shulchan aviv. C'est-à-dire qu'il est dépendant de son père pour manger, pour vivre, l'argent de poche, etc. Par exemple, un internat, ça ne s'appelle pas qu'il est indépendant. Il est en internat, mais comme j'ai entendu un shiur entier du Rav David Yosef, le Rishon LeZion actuel, il a dit comment je sais où est-ce que l'enfant, entre guillemets, il habite dans l'internat. Dès qu'il a des vacances, il va où? Il retourne chez ses parents. Dès qu'il a une permission de sortie d'armée, où il va? Chez ses parents. Chez ses parents, donc sa maison, c'est où réellement? Ses parents. C'est vrai que la majorité du temps, il est à l'internat, il est à l'armée, mais il fait encore partie de la maison de son père. Qui paye l'internat, c'est son père. Qui lui donne l'argent de poche, c'est son père. L'armée, qu'est-ce qu'il y a truc? C'est son père, c'est son père. Donc, dans un cas comme ça, si lui il est en internat, en yeshiva, à l'armée, il n'a pas besoin d'allumer sa Hanoukia. Il peut se reposer sur l'image de son père, alors que ni la voit, ni l'assiste. Par contre, si le type il est indépendant, il a sa maison, il est plus dépendant de son père financièrement, là il va faire ça de la cas de son côté. Ok, après on va arriver au cas des invités. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez donc? Allumer à l'heure, comme il se doit, ou attendre les autres membres de la famille, en général c'est des adolescents, qui n'arrivent pas à l'heure, pour qu'il y ait cette ambiance familiale qui puisse... Alors regardez, c'est une très bonne question. Normalement, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander juste un verre d'eau? Ça ne vous dérange pas?
Allez, normalement, les khatrila, il faut allumer à l'heure. Donc c'est vers 5h moins 5 à peu près l'allumage, à Natania, hein, je parle. Il faut allumer à l'heure. C'est important d'allumer à l'heure. Après aussi, on va parler des zmanim. Maintenant, le plus important, c'est le shalom bayit. Ça veut dire, si monsieur, par exemple, est en retard, il peut demander à sa femme, pour moi, il dit, c'est plus important que tu allumes la bougie à l'heure, merci beaucoup. C'est plus important que tu allumes la bougie à l'heure que je sois présent. S'il te plaît, allume les bougies, j'arrive que dans 2 heures. Elle peut faire la bracha allumée. Monsieur, pareil, si sa femme n'est pas là, il peut allumer la bougie à l'heure et ne pas attendre sa femme. Par contre, si ça va faire des problèmes, madame, elle veut absolument assister à l'allumage des bougies. Pour elle, c'est comme ça que ça se passe, j'ai toujours assisté à la bougie, et là je suis en retard, et truc, tu m'attends, maintenant lui, c'est un tzaddik, il a fait des cours, il est venu écouter, il a entendu que l'allumage faut qu'il se fasse à l'heure, non, moi j'allume à l'heure, et il enflamme sa maison, et pas qu'il y a Hanoukia, il a rien compris. Le plus important, c'est Shalom Bayit. Donc si madame est en retard et elle veut assister, on l'attend. Si monsieur est en retard et il veut être attendu, on l'attend. Si pour la maison, c'est important que les ados soient là et que c'est important pour les parents, et que les ados aussi veulent participer, attendez. Maintenant, entre nous, si les ados, ils s'en foutent. S'ils s'en foutent, et que de toute façon, vous ne savez pas à quelle heure ils rentrent et vous risquez d'allumer à 2h du matin, voire pas allumer du tout ce que vous allez vous endormir, allumez à l'heure. Non, je ne parle pas de ça, je parle d'arriver un petit peu en retard, c'est une demi-heure, une heure. Encore une fois, si eux, ils tiennent à assister et que vous, c'est important pour vous et que votre mari est d'accord, attendez-les pour allumer la Hanoukia. Ok ? Mais encore une fois, c'est mieux de ne pas arriver dans cette situation. Mais si c'est important pour une maison, que ce soit, je veux dire, c'est très important. Et je vous une petite parenthèse. S'il y a des messieurs ici qui doivent des fois voyager pour le travail, ouais, ça arrive beaucoup, on voyage en France, on fait des allers-retours, etc. La halakha demande à ce qu'une personne ne voyage pas pendant la période de Hanouka. Pourquoi ? Parce que le rassemblement autour de la Hanouka, ça crée une maison, ça crée un chinour. Les enfants, même s'ils sont jeunes, même si c'est plus des gamins, c'est des adolescents, ils voient papa, ils voient maman, on est réunis, c'est important. Vite, on s'est dépêché. Papa, il est rentré plus tôt du travail. Maman, elle est rentrée plus tôt. Elle a vite fait ce qu'elle avait dans la cuisine. Elle est là, elle est présente. Ça crée un cocon familial et ça donne des vrais repères pour la vie. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas choc de voyager, qui voyage, s'il peut décaler le voyage à avant Hanouka, après Hanouka, ben mets ta voix à la bracha. Mais encore une fois, est-ce qu'ils ont besoin d'être présents pour l'allumage ? Non, ils n'ont pas besoin. Maintenant, si eux, ils veulent assister, ils sont pris dans l'embouteillage, ou pour vous, c'est vraiment important que tout le monde assiste, et que monsieur est d'accord que ça ne fait pas de problème, vous pouvez attendre une demi-heure, 1 heure, et vous ferez l'allumage. Alors je continue. Je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et le temps passe très 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 vite, Baruch Hashem. Si j'ai le choix maintenant, vous allez acheter une Hanoukia. La vôtre elle s'est cassée, ou bien vous emménagez dans une maison, vous voulez renouveler votre Hanoukia. C'est quoi qui est mieux d'acheter ? Alors c'est mieux d'acheter une Hanoukia, soit en or massif, si vous avez les moyens, soit en plaqué or. Ok ? Sinon, Bezrat Hashem, je ferai en sorte, peut-être moi si j'ai une Hanoukia en or en plus un jour massif, je vous l'offrirai si vous êtes sage, ok ? Donc, soit or, soit plaqué or. Une seconde. S'il n'y a pas, alors à ce moment-là, argent ou plaqué argent. S'il n'y a pas à ce moment-là, on descend dans les en verre, en cristal, etc. Mais ce qui se vend beaucoup aujourd'hui, c'est style argent. Vous allez à Ocherad, ils en vendent de partout. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts, même Zarma, soi-disant plaqué or, etc. Ça ne coûte pas tellement cher. Les mettre, ça ne coûte pas tellement cher. Vous la prenez et vous faites comme ça la mitzvah. Alors, une personne qui n'a pas de moyens pour allumer la Hanouka, comment elle fait ? Est-ce qu'elle est dispensée d'allumer la Hanouka ? Un pauvre ? Non. Un Ani, même un Ani, il doit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour se débrouiller d'allumer Hanouka. Alors on a dit, s'il est vraiment dans la galère, au moins une par jour. Il faut vraiment le faire pour ne pas l'avoir, je vous dis la vérité. Au moins une par jour. Et s'il n'a pas, vraiment, ben, il faut que les gens de la communauté ils fassent en sorte qu'il aura. Les gens ils se cotisent, le gabaï de la synagogue il va le voir, je sais que tu n'as pas beaucoup de moyens, ou tu es un plus intelligent, tu dis écoute voilà, on m'a offert, des fois le but de faire du chesed avec quelqu'un, c'est justement pas lui faire ressentir que c'est du chesed, qu'il est dans le besoin. Donc tu peux faire un truc tout simple, tu sais que le type il est dans le besoin, tu vas au Sherad ou dans la rue, au lieu d'acheter une boîte de Hanouka, t'en achètes 2, tu vas à ton copain, tu dis écoute regarde, j'en ai acheté une, ma femme en a acheté, on se retrouve avec lui, on ne sait pas quoi faire, fais-moi plaisir, donne-moi ce sroud que tu allumes Hanouka et que tu nous bénis tous les soirs. Tu as fait la mitzvah, grâce à toi, il allume. Et en plus de ça, toi, tu as gagné un très grand mérite. Est-ce que les femmes sont obligées d'allumer la Hanoukia ? Est-ce qu'une femme est tenue de la mitzvah de Hanouka ? Seule, évidemment. Est-ce qu'une femme, elle doit allumer ? Alors vous dites oui, mais moi, j'ai une question très simple à vous poser. Hanouka, est-ce que c'est une mitzvah qui dépend du temps ? Ah, qui est-ce qui a dit non ? Oui.
Qui a dit non? Non, je veux savoir. Qui a dit non? Si, Faut pas avoir peur, hein. Hein? C'est pas une mitzvah dans le temps. Pas C'est pas une mitzvah dans le temps. Ah, donc, c'est une mitzvah. c'est pas mis dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut l'allumer n'importe quand dans l'année? Ouais. Donc non seulement c'est une mitzvah qui dépend du temps de l'année, en plus ça on peut l'allumer que le soir, la nuit, la journée on peut pas. Donc bien sûr un grand oui que la mitzvah Hanouka c'est une mitzvah chez Azman Grama. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Or on a une règle, toutes les mitzvahs qui dépendent du temps, une femme est dispensée. Donc, bah oui. Ouais. Donc comment ça se fait que vous me dites oui, les femmes sont tenues d'allumer Hanouka? Donc vous vous êtes trompé alors apparemment. Si elle est seule. À cause du miracle. Si elle est seule, donc selon toi elle n'allume pas, si elle est dispensée. Non, moi je me dis, elle peut l'allumer. Ah, mais attends. Peut-être à cause doit du l'allumer. miracle. Attention. Elle doit l'allumer. Regardez, Rabotage, je fais un peu d'ordre. Quand je dis est-ce qu'elle doit allumer, c'est-à-dire est-ce qu'elle doit allumer et surtout faire une bracha. Si elle peut, je peux aussi allumer une guirlande, ça ne me dérange pas. Mais c'est-à-dire que tu vas acheter de l'huile, tu vas faire la bracha. Ça, c'est tu dois. Si tu peux, tu fais pas de bracha. Alors je te pose la question. Une femme, elle doit allumer Hanouka à l'heure avec bracha et faire en sorte d'avoir de l'huile d'olive ou pas? Ah, d'un coup, il y a moins de certitude. Si elle peut Bah oui. allumer quand C'est son pour ça que mari c'est est malade. un gramme. Non, Ah, mais si, ça prend compte. et dans la Bah oui. personne donne, et même jusqu'elle. Alors, je vais vous donner la réponse. Écoutez bien. Son mari. Même si Hanouka, c'est une mitzvah chez Azman Grama. Même si Hanouka, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et oui, on a une règle d'or que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes ne sont pas du tout tenues de les faire. Elles peuvent les faire. Elles ne sont pas obligées. Mais Hanouka et Purim, ce sont deux fêtes que même les femmes ont l'obligation de faire. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles. Parce que dans les deux, non, c'est pas parce que je vous dis, parce que dans les deux cas, Af Nashim Hayu Beota Hanes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le miracle concerne également les femmes. À l'époque de Pourim, on a fallu tous être anéantis, et les hommes et les femmes. Monsieur Nabé, ce que vous dites, je veux dire, je dis non, vous n'avez pas de Torah d'inventeur, je dis mais c'est pas ça la raison essentielle. À Pourim, même les femmes, elles étaient Shalom, elles devaient être tuées par la Xéra de Haman. Mais comme il y a eu une femme qui a participé au miracle qui s'appelait Esther, on dit Af Nashim Hayu Beota Hanes. Mais c'est, on va dire, ce qui en ressort quelque part. Mais surtout que la Xéra, elle était même sur elle. À Hanouka aussi, il y a une femme qui avait partie du mérite. Du miracle, c'est qui? Yehudit, qui est partie rencontrer l'empereur, etc. grec. Elle a fait croire qu'elle voulait se marier avec lui. Bon, il y a toute une histoire. Nous, on connaît qu'elle est venue, elle a donné du lait, il s'est endormi. Il y a toute une histoire, ça a pris du temps. Elle a même fait croire qu'elle allait se marier avec lui. Ils ont fait un banquet, il était comme un fou, il a bu. À part ça, après, elle a sorti du lait, bon, des choses qui endorment. Mais là, elle a demandé à Hachem, donne-moi la force. Elle a pris son épée, elle l'a tué, elle s'est enfuie. Et elle s'est enfuie, etc. Mais surtout, il ne faut pas oublier que la Xéra était même sur les femmes juives. Est-ce que les femmes juives avaient le droit de faire Shabbat? Non. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Hanouka? On a voulu empêcher les juifs d'accomplir les mitzvot. Quelle mitzvot on interdit d'appliquer? Brit Mila. Shabbat, Brit Mila et Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire comment on appelle ça? Non, comment on dit? De publier, pas publier, un autre mot, de sanctifier, d'annoncer le nouveau mois. Alors je dis, attends, je comprends. Brit Mila, je comprends que Brit Mila, si tu veux enlever l'identité d'un juif, qu'est-ce que tu l'enlèves? Si tu la Brit Mila, même les gens les plus loin, ils font même pas Kippour. Même pas Kippour, même pas Pessah. Ils font la Brit Mila. C'est la Brit Mila, elle m'a la sauce. Ok. Tu veux enlever la Brit Mila, je comprends. Tu veux enlever Shabbat, je comprends aussi, parce que vraiment, quand tu allais dans le sentier, tu voyais que tous les magasins étaient ouverts le samedi, à part il y avait quelques rideaux baissés, enfin à l'époque c'était même beaucoup de rideaux baissés. Tu dis ça, c'est un feuge. Ok, Shabbat, je veux bien aussi l'identité des juifs. Qu'est-ce que tu vas me chercher maintenant le Rosh Chodesh? D'ailleurs, je précise en passage cette semaine d'Ezrat Hashem, Abba Leno Letoba, Rosh Chodesh Tevet, mes amis, cette semaine, 2 jours, vendredi soir, samedi soir. Shabbat, dimanche, Rosh Chodesh Tevet, n'oubliez pas, allumez vos bougies. Vendredi soir. Je répète, vendredi soir, samedi soir, donc Shabbat et dimanche. Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu veux t'attaquer à Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est une fête? On fait rien à Rosh Chodesh. Enfin, c'est bien de faire des choses, on fait un petit repas, mais il n'y a rien de spécial. Attaque-toi à d'autres choses, je sais pas moi, le Limouda Torah, des choses comme ça. Réponse, les Grecs, ils étaient très, très, très intelligents. Exactement. Tout le calendrier juif, sur quoi il repose? Sur justement quand le mois recommence. Quand je vais statuer, c'est quand Rosh Chodesh Tishri, j'ai statué Rosh Hashanah, j'ai statué 10 jours après Yom Kippour, et quelques jours après encore Sukkot, etc., etc. Il dit, si on arrive à déraciner le fait qu'il n'y ait plus de calendrier juif, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien, il y a Wello. Vous comprenez? Donc une femme, elle a le droit de faire Shabbat? Bien sûr que non. Elle a le droit maintenant
de dire c'est quand je Chodesh, on l'aurait tué tout de suite. Est-ce qu'elle avait le droit de prendre son fils et l'amener faire la Brit Mila? Vadaï que non. Donc, puisque les femmes, à Hanouka et Pourim, également étaient concernées par la Xéra, par le mauvais décret qu'il y avait, et qu'elles aussi, quand elles ont été sauvées, elles aussi ont été concernées par justement ce sauvetage, c'est pour ça qu'elles aussi, malgré ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, elles ont l'obligation, à Hanouka et à Pourim, comme les hommes, d'aller accomplir les mitzvot, même si elles sont seules. Donc, mesdames, si vous êtes mariées, bien sûr, votre mari fait la hadlaka, tout va bien. Mais si une femme elle est seule pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas mariée, ses parents ne sont pas là, etc., elle doit aller acheter ses petites fioles d'huile, elle met sa chanoukia, elle fait la bracha. Et le premier jour, elle fait les 3 brachot, comme on a expliqué. Et les autres jours, elle fera que les brachot qui suivent, etc. C'est bon, c'est clair? Oui. Il a fait méod. Très bien. On continue, mes amis. J'essaie de, on va dire, on n'aura pas le temps de tout faire, mais je vais à l'essentiel. Allez, ça c'est un truc très important. Une personne qui est invitée pendant les jours de Hanouka. Ça arrive tout le temps. Je suis invité pour l'allumage chez ma famille, chez ma belle-mère, chez mes parents, je vais passer 2 jours en dehors de la maison, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Dans la halakha, ça s'appelle Din Arsenai, celui qui est invité. Alors, on va essayer d'aller vite, rapidement, et je vous mâche on va dire le côté le plus difficile à comprendre. C'est très simple. Si vous allez quelque part, et que vous laissez un membre de votre famille dans votre maison, par exemple, papa et maman sont invités à passer un super week-end chez des amis à Eilat. Ok? Je vous ai fait rêver un petit peu, ça va? Ok. Maintenant, les ados, ils ne sont pas invités. Et on a laissé des enfants qui sont bar mitzvah, parce que si vous laissez des gosses tout seuls à 8 ans, il y a un problème à la maison, ok? Donc vous avez laissé des ados de 18, 15 ans, ils sont grands, c'est pas des fous. J'ai rigolé parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais avec quelqu'un, il m'a dit, tu sais que moi, malheureusement, quand on part avec ma femme, il m'a dit, on a des ados de 18 ans. Impossible qu'on les laisse seuls. Ils sont tellement fous que les enfants, ils vont en faire des ballons. Mais ils vont leur faire des trucs. J'ai tellement peur pour les petits que les grands, je ne laisse pas seuls avec les petits. Toujours obligé qu'il y ait un grand qui vienne surveiller les grands qui surveillent les enfants. Ok? Bon, admettons que vous êtes dans une famille où c'est pas là-bas la jungle. Ok? Et les ados, ils sont capables, ils sont responsables de s'occuper des petits comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Papa et maman, ils partent tranquillement là où ils vont. Les enfants qui sont bar mitzvah ou bat mitzvah à la maison, ils vont allumer la chanoukia à la maison et par cette adlaka, ils vont acquitter papa et maman qui se trouvent à 1000 km, à 100 km dans un hôtel ou autre. C'est clair? Très bien. Maintenant, si papa et maman sont partis, ou bien on a fait encore mieux, papa et maman ils ont fait une surprise, allez les enfants tous au ski pour Hanouka. Ça va. Donc maintenant à la maison il n'y a plus personne. Or la mitzvah c'est quoi? C'est ner, ish ou beto. Il faut que par maison il y ait une bougie. C'est pour ça que je vous dis que même si papa et maman sont en déplacement, mais qu'il reste quelqu'un qui représente la famille dans la maison, du fait que c'est la maison, entre guillemets, qui a une obligation d'allumage, à partir du moment où c'est allumé par un membre de la famille dans la maison, même quelqu'un qui est à l'extérieur, il est acquitté par la hadlaka. Très bien. Mais maintenant, s'il n'y a plus personne dans la maison, bon, la maison, elle est sympa, mais il n'y a plus personne. Alors, à ce moment-là, là où on sera, il faudra qu'on allume la chanoukia. Ok? D'accord. Maintenant, si je vais dans un hôtel, évidemment, je prends la petite chanoukia, je vais l'allumer. Mais si je me fais inviter chez des amis, il y a une maison là-bas, il y a une chanoukia. Alors, qu'est-ce que je fais? On l'a dit. Si j'ai des enfants à la maison, tout va bien, fais comme si de rien n'était, tu es acquitté par l'allumage. Maintenant, si tu avais laissé personne à la maison et vous êtes tous invités chez la belle-sœur, chez qui vous voulez. Alors, c'est très simple. Là, la Khaïd dit, le balabait de la maison dans laquelle tu es, c'est lui qui va allumer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, écoutez bien ce que je vous dis, un shekel. J'avais prouta. Mais je veux dire, même prouta, c'est aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet, c'est à peu près 20 centimes de shekel. Ok, 20 agourotes. Mais bon, je pense pas que ça va vous tuer un shekel. Ok, tu prends un shekel. Si vous avez un peu plus d'argent, tu prends 2 shekels. Ça, je ne sais pas ruiner. Tu les prends, tu dis au balabait, tiens, je te donne cet argent, et à travers ça, je veux que tu me vendes, ou tu me donnes une part dans de l'huile que tu vas allumer. Et comme ça, tu deviens associé avec lui. Et quand il va allumer la bougie de Hanouka, il t'acquitte également par l'allumage à laquelle tu es en train d'assister. Maintenant, j'avance un peu plus vite. Si maintenant, il y a un couple qui vient chez les parents pour l'allumage, par exemple. Ok? Alors, il faut faire attention au piège. Normalement, ce qu'il faut, c'est allumer à l'heure. Donc, si maintenant, papa, maman, ils vous invitent pour la bougie de Hanouka, le mieux, c'est de dire, regardez, allumez, nous, on allume chez nous à l'heure, on reste combien de temps devant les bougies? Une demi-heure. On vous rejoint. Ok? Ça, c'est le mieux à faire. Donc, tu as fait ta bougie, tu les as rejoints. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, tu dois assister à l'allumage chez les parents ou chez les amis, qu'est-ce que tu fais?
C'est simple. La halakha dit si tu dors là-bas, tu es acquitté par l'allumage. Si tu ne dors pas là-bas, quand tu rentres chez toi le soir, tu allumes avec bracha et tu ne t'acquittes pas de l'allumage qui est là-bas. Oui. Parce qu'on va selon l'endroit où tu vas dormir. Il y a beaucoup d'afkaminot, par exemple le Shabbat. Vous habitez pas loin de vos parents, vous êtes invité pour un repas vendredi soir. Là, été les meilleurs Shabbats, c'est ça. C'est pas d'être invité tout le Shabbat, tu fais un repas, tu rentres dormir chez toi, tu fais le kiff après. Ok? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas être Shabbat là-bas, jusqu'à minuit, mais tu rentres dormir le soir. Il va falloir que tu allumes les bougies chez toi avant de partir de Hanouka et de Shabbat également parce que tu vas dormir chez toi. Tu vas passer Shabbat le vendredi soir chez tes parents ou chez la famille ou chez les amis chez qui t'es invité et tu rentres. Par contre, je précise tout de suite avant d'oublier. Très, 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 très important. Si une personne doit allumer ses bougies, d'ailleurs, ça sera le cas pour Shabbat Bezratem ce vendredi soir, même si je comptais le dire plus tard, mais comme ça se prête maintenant, je le dis maintenant pour ne pas oublier, c'est à la fois très important. Qu'est-ce qu'on fait vendredi quand on va allumer nos bougies de Hanouka? Alors évidemment, d'abord on allume Hanouka, et après on allume les bougies de Shabbat. Ouais. Et samedi soir, on fera l'inverse. D'abord on fera Avdallah, et ensuite on allumera les bougies de Hanouka. Super. Vendredi soir, enfin vendredi après-midi, on allumera au préalable, les bougies de Hanouka. Et les bougies de Shabbat, on s'en va. Combien de temps il faut que les bougies de Hanouka elles restent allumées? Alors attention. Normalement, quand j'allume dans la semaine, quand c'est pas Shabbat, je dois mettre une quantité d'huile d'olive minimum pour que ça brûle une demi-heure. Sinon, j'ai loupé la mitzvah, je l'ai complètement écorché. Pourquoi? Je vais expliquer après. Il faut que ça brûle minimum une demi-heure. D'accord. Maintenant, le soir, le vendredi soir, je vais être obligé d'allumer mes bougies avant la nuit, forcément, vu que c'est déjà Shabbat. Alors comment je fais? C'est simple. Il faut que tu mettes une quantité d'huile qu'à partir du moment où tu vas allumer, ça va durer jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. C'est très important ça. Donc si vous calculez qu'en général une petite fiole comme ça vous dure à peu près, les trucs qu'on achète tout près, ça dure minimum une heure, ça, voire même 2 heures. J'ai vu minimum, ok? David, tu dis quoi, 3 heures? 2 heures, ok, donc bien 2 heures. Donc il faut voir, si vous allumez vos bougies à peu près, je sais pas, Shabbat il rentre à peu près à 4h15, grosso modo. Donc on va dire, vous allez allumer vos bougies un petit peu avant, on va dire vers 4h. Ok, 4 heures, tranquillement. Faites ensuite vos allumages de bougies de Shabbat et on est tranquille. Donc il faut, en sachant que la sortie des étoiles, c'est à peu près. Et Rosh Chodesh, ce dimanche. Oui, bon, Rosh Chodesh, c'est pas. Oui, mais il n'y a pas mort d'homme si vous ne l'avez pas fait. C'est pas une halakha qu'il faut faire, ça je veux dire. Donc je reviens à ce que je disais. Vous allumez vos bougies de Shabbat à peu près vers 4 heures. Vos bougies de Hanouka, pardon. Vous enchaînez avec les bougies de Shabbat. Vous calculez qu'il faut que les bougies soient allumées à partir de 4 heures. La sortie des étoiles est à peu près vers 5h moins 5, une demi-heure, donc il faut que ça dure 1h30. Donc normalement, quand vous achetez des bougies toutes prêtes et Nerlight, ça va durer. Oui. Par contre, si vous faites des trucs maison, il y en a qui ont l'habitude de vouloir faire eux-mêmes les mèches et tout, Tawolem Bracha, ne radinez pas sur l'huile. Au contraire, mettez pour qu'il faut ce qu'il y a, ok. Mais alors par contre, les bougies de Shabbat, c'est important aussi. Une personne qui allume les bougies chez lui de Shabbat et qui mange à l'extérieur de la maison et qui va revenir dormir, donc on l'a dit, il doit allumer les bougies chez lui, mais tu dois mettre de l'huile suffisamment pour qu'il y en ait quand tu rentres à la maison. Vous comprenez la différence? Je répète, Hanouka, que tu rentres même à 2h du matin, si ça a brûlé une demi-heure après la tombée de la nuit, après la sortie des étoiles, tu les as pas vus, c'est pas grave, tu as allumé, essaie de rester quand même une demi-heure, tu peux pas, c'est pas grave, tu es parti, ça a brûlé jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles, c'est bon. Shabbat, c'est important de profiter des bougies. Donc quand tu allumes les bougies de Shabbat et que tu sais que tu vas te faire inviter, que tu vas rentrer plus tard, il faut mettre une quantité d'huile qui va suffire jusqu'au moment où tu rentres à la maison. Pourquoi? Parce que la lumière de Shabbat, elle est faite les auras pour éclairer, pour en profiter, pour le chambrer, pour plein de choses. Mais si quand tu arrives, c'est éteint, alors tu n'as rien gagné. Vous avez compris? C'est ça la différence. Je reviens à ce qu'on disait. Donc, une personne, on a dit, qui va être invitée chez papa et maman pour Shabbat ou pour un repas le soir de Hanouka. Le mieux, c'est d'allumer, je parle en semaine, avant de partir. Comme ça, il est tranquille. S'il ne peut pas, il se retrouve chez ses parents. Il assiste à l'allumage là-bas, il ne s'acquitte pas de l'allumage. Et quand il revient chez lui, même à minuit, il va allumer chez lui. Shabbat, on a dit obligatoirement, s'il dort chez lui, il va allumer chez lui, il reviendra. Maintenant, si évidemment je passe tout Shabbat à l'extérieur, ou je passe la nuit d'un des allumages de Hanouka dans l'endroit où je suis invité, alors évidemment, c'est là-bas que je me ferai acquitter de la mitzvah. Et pareil, mes amis, pour Motsei Shabbat. Ok, on a passé Shabbat chez papa et maman, c'était sympa. Mais en Motsei Shabbat, on rentre à la maison, à moins que tu fais un week-end à rallonge. Où tu allumes? Chez papa et maman à l'heure ou quand tu rentres chez toi? Quand tu rentres chez toi. Pourquoi? Parce que tu dois allumer encore une fois là où tu vas dormir. Il a fait meilleur. Bon, ça c'est des détails, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Allez, un hôtel maintenant. Vous savez qu'il y a une différence entre Shabbat et Hanouka. J'explique.
je parle uniquement selon les psakim des Sfaradim. Le Rama, c'est autre chose. Le Shulchan Aruch, il dit, d'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà eu ce cas-là. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes invité à un Shabbat Ratan, en plus de ça, dans un hôtel? Extraordinaire. Alors, soit vos invités, vos hôtes, ils sont très très généreux, ils vous payent les chambres d'hôtel. Elle est belle l'histoire, on va tous répondre présent. Puis on vous dit, écoute, voilà, on vous invite, on a négocié un prix avec l'hôtel, vous avez compris, c'est chacun se débrouille. Ok. Vous avez fait le déplacement, vous faites kavod au Khatan à la Kala, ou tout simplement vous êtes obligé d'y aller, même si vous n'avez pas envie d'y aller. Vous êtes là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut allumer, mesdames? Vu que vous dormez à l'hôtel, il faut allumer les bougies de Shabbat. On fait la bracha ou on ne fait pas la bracha? Alors regardez. Le Shulchan Aruch, il dit, la première femme qui va arriver, en général, on va tous allumer dans le lobby parce qu'ils n'autorisent absolument pas à allumer dans les chambres. Et d'ailleurs, juste précise au passage, c'est une halakha. Vous allez dans un hôtel et que vous voulez faire le malin à allumer les bougies dans une chambre, alors que on sait que dans tous les hôtels c'est interdit, à part je sais pas, à part peut-être si vous allez au fin fond du Mexique, là-bas ils s'en foutent, ça prenne feu. Dans un hôtel normal qui respecte, interdiction d'allumer du feu dans une chambre. Si tu allumes Zarma, sachez que ça s'appelle Gezel. Tu as volé l'hôtel. Interdiction d'allumer. Tu es en train de voler l'utilisation, c'est complètement délire. Tu fais, c'est mitzvah babé avera. Tu fais une mitzvah sur le compte avera, c'est très grave. D'accord? Donc tu es obligé d'aller où? Au lobby d'hôtel. La première femme qui arrive et qui allume ses bougies, elle peut faire la bracha. Parce que c'est elle qui a amené la lumière de Shabbat. Par contre, toutes les bonnes femmes qui viennent après, elles doivent allumer mais sans bracha. Ouais, bien sûr. Ça, c'est le Shulchan Aruch, c'est une halakha psuka. Attention, les Ashkenazim, eux, ils font la bracha. Pourquoi? Parce que la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, elle est, est-ce que je fais une bracha sur ce qu'on appelle Tosefet Ora? Sur pas l'allumage lui-même, mais sur maintenant un ajout de lumière. Le Shulchan Aruch dit non, celui qui a, celle entre guillemets, qui a allumé la première, c'est elle qui a amené la lumière. Donc sur ça, tu fais la bracha. Mais maintenant, ajouter de lumière autour, ça y est, on a déjà fait entre guillemets l'allumage de cette lumière. Donc tu ne peux pas faire la bracha sur les bougies autour. Mais le Rama, il dit non, même sur Tosefet Ora, même sur le rajout de lumière, alors que la lumière est déjà là de Shabbat, tu fais la bracha. Donc les Ashkenazim, eux, ils font la bracha. Et j'ai découvert récemment qu'il y a beaucoup de Marocains qui font comme ça également. Oui, parce qu'ils tiennent du Rama. Il y a beaucoup de Marocains, le Rav Messas, Allah Shalom, il a une chouva là-dessus. Pourquoi? Parce que les Marocains, ils ont eu le roche qui était imposé qu'Ashkenaz au Maroc. Il leur a fait beaucoup de psakim. Alors je répète, celui qui ne sait pas ce quoi faire, ne s'inventez pas des hétérim, on suit le Shulchan Aruch. Tu as la première à allumer, tant mieux. Ou bien tu sais quoi, si tu sais que ta copine elle va allumer, alors simplement, vous êtes à côté, vous entendez avoir vous répondez Amen, c'est super. Mais si vous avez loupé la première adlaka des bougies de Shabbat, je précise Shabbat, on est encore dans Shabbat là, tu viens après, tu ne peux pas faire la bracha, juste allumer les bougies sans bracha. Tu es Ashkenaz, tu refais la bracha. Tu es marocain ou marocaine avec un minag clair que vous faites également la bracha sur Tosefet Torah, tu peux refaire ta bracha même si tu n'as pas été la première. Ça c'est Shabbat. Et Hanouka alors, tu peux faire 100 000 fois la bracha si tu veux. Hanouka, on peut être 10 à allumer l'un après l'autre, on fera la bracha chacun, parce que chacun c'est quoi? C'est d'allumer Nerishubito li Pirsoumanes. Vous avez compris? Donc là, même si vous êtes à l'hôtel et vous arrivez, vous voyez qu'il y a déjà 5, 6, 7 Hanoukiot allumés, vous venez vous aussi, et vous c'est pas vous pouvez, vous devez faire la bracha. Ok? C'est ça la différence entre ce qu'on peut et ce qu'on peut pas. Ok, j'essaie d'accélérer un petit peu. Donc on a dit, les célibataires, les bachouri, shivot, les soldats qui sont pas à la maison pendant Hanouka, est-ce qu'ils peuvent allumer là où ils sont? Alors écoutez bien ce que je vous dis. Allumer s'ils veulent sans bracha, il n'y a aucun problème. Avec bracha interdit. Parce que encore une fois, la mitzvah, il faut comprendre, il ne faut pas faire du, comment on appelle ça? Il faut, ouais, voilà, bravo, il ne faut pas faire du zèle. La mitzvah, c'est une bougie un allumage par maison. Toi, tant que tu es chayar, tu appartiens à la maison, tu ne peux pas faire ce que tu veux, dire je ne veux pas m'acquitter de cette abonnement. Ça ne marche pas comme ça, il y a des règles. Si papa maman, ils allument à la maison, même si tu es à 2000 km de la maison, tu es acquitté. Tu veux, tu peux allumer tout seul. Tu veux faire encore mieux. Tu vas voir quelqu'un qui allume, tu dis regarde, moi je ne fais pas la bracha, je te donne 2 shekels. Allez, si vous êtes en France, c'est pas que les bars, donnez au moins 1 euro. C'est pas grave, ça va pas vous tuer. Et lui, il t'acquitte par la bracha. Toi, tu ne fais pas de bracha. Est-ce que tu es obligé d'aller voir quelqu'un? Non. Tu es déjà allumé, on a dit que tu es acquitté par l'allumage de chez tes parents. Ok. Par contre, là, je vais vous donner un knus qui va vous faire incroyable. Admettons que bon, les halakhot, là, elles sont en Israël. Ton père, il habite à Natania. Ton maximum, tu es à l'armée près de Gaza. D'accord? Bon, on est dans le même fuseau horaire, oui, ça va. Donc à peu près là où moi j'ai mon prix de Hadlaka, papa il est en train d'allumer à la maison. Mais maintenant, si mes parents ils habitent, écoutez bien ce que je vous dis, aux États-Unis, et moi, je suis venu à la Yeshiva en Eretz Israël pour étudier, d'accord? Tu vas avoir un problème, c'est quoi? Au moment du Riyuv, au moment d'obligation que j'ai d'allumer la Hanoukia, mes parents, il fait encore jour chez eux.
Ils sont même pas encore rentrés dans l'obligation d'allumer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là ça marche ou pas? Non. La halakha dit oui. Oui. Même si au moment de l'allumage, toi tu es obligé, tes parents ne sont pas obligés, et que c'est uniquement dans 5-7 heures qu'eux ils vont allumer, au moment où ils allumeront, ça t'acquittera à toi, il n'y a aucun problème. Si tu veux, par contre tu es sûr que tu vas les devancer, vu qu'il y a forcément le décalage horaire, tu peux les devancer, prendre ta Hanoukia et allumer avec bracha. Et ça, Rabotai, c'est une grande différence, je vous explique pourquoi. Quand vous êtes en Israël ou dans le même fuseau horaire, ou je ne sais pas pour quelles conditions, et normalement vos parents ou la personne de votre famille va allumer à peu près au même moment que vous avez un problème d'allumer avec bracha parce que c'est une bracha, les vatala, c'est une bracha qui est jetée à la poubelle, chas v'shalom. Mais quand tu es sûr que tu as devancé quelqu'un dans sa bracha, tu peux t'exclure de la mitzvah et te dire j'allume mes bougies. Vous avez compris? Donc si j'ai 5-7 heures de décalage horaire, est-ce que je peux attendre qu'ils m'acquittent? Oui, avec bracha, il n'y a aucun problème, ils font eux de leur côté. Si je tiens absolument à faire la bracha et que je suis sûr que je les devance, je peux à ce moment-là prendre ma Hanoukia et allumer de mon côté. Est-ce que c'est bien à faire dans tous les cas? Non, vous allez chez papa et maman, une seule adlaka pour tout le monde. Ok? Par contre, pour la petite truc, parce qu'il y a plein de questions qui se sont posées quand j'ai préparé le cours, ce qui arrive souvent par exemple, c'est que vous avez des parents qui ont une très grande maison, un grand jardin, etc. Et carrément, ils ont des fois des petits studios indépendants, et un jeune couple, il vient de se marier, veut mettre un peu d'argent de côté, ou je sais pas moi, madame, elle veut passer comme ça un an, pas trop loin de ses parents. C'est bon, ça se faisait beaucoup à l'époque, un peu moins maintenant, mais ça peut encore se faire quand on veut aider un peu le couple à mettre un peu d'argent de côté pour acheter un appartement ou quoi. Donc ils habitent chez les parents, mais indépendamment. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même entrée. C'est pas qu'ils sont chez les parents avec une pièce. Ça marche pas. Si tu vis dans la même maison, simplement tu as une chambre qui est pour toi, même si ça s'appelle une porte différente, ça s'appelle la maison. Par contre, si vous habitez dans un studio, par exemple, à l'extérieur, et que vous avez votre entrée, etc., c'est pas que ce serait bien de se faire acquitter, non. Vous faites votre adlaka vous-même dans votre petite maison. Ok? Et pareil, si ça fait des problèmes, et papa il veut, on arrive là-bas, on fait cavode, il n'y a pas de problème, après on va à la maison, et on allumera nous-mêmes notre Hanoukia. Ok? Bon, maintenant, évidemment, si une personne, elle est là où elle est à l'armée, il n'est pas sûr que ses parents ils font la mitzvah de Hanouka tous les soirs, peut-être oui, peut-être non. Évidemment, dans le doute, il a le droit de prendre sa Hanouka et d'allumer, donc avec bracha. Alors, très très important. J'essaie d'aller vite parce que vraiment, je me dis, on pourra faire que peut-être un tiers de ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Avec quoi est-ce que je peux allumer la Hanoukia? Évidemment, la méhadrine, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que c'est Ouchem Zar. C'est de l'huile qui donne vraiment une flamme très très pure. Est-ce que je peux allumer avec toutes les autres huiles? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça, chez Navé, vous penserez à moi Shabbat. Shabbat, on ne fera pas Bamé Madlekin à la synagogue. On ne lira pas vendredi soir Bamé Madlekin ou Bamé Madlekin. Pourquoi? Parce qu'on lit vendredi soir les huiles avec lesquelles on peut allumer Shabbat et avec quoi on ne peut pas allumer Shabbat. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce n'est pas toutes les huiles qui sont bonnes. C'est uniquement certaines huiles sélectionnées. Mais à Hanouka, ce n'est pas le cas. On peut allumer avec toutes les huiles qu'on veut. Donc on ne peut pas lire maintenant un passage qui parle des huiles autorisées ou pas, le Shabbat de Hanouka, vu qu'à Hanouka, on peut allumer avec ce qu'on veut. Super. Des petites précisions quand même. Toutes les huiles sont cachées pour la Hanouka? Oui. Par contre, si j'ai de l'huile d'olive, attention, 100 shekels la bouteille d'huile d'olive. Très cher. Mais maintenant, il y a, vu qu'on est à Netanya en Israël, il y a un cafard qui est passé, il est tombé dans la bouteille. La bouteille, est-ce que vous allez boire l'huile? C'est fini. Enfin, si vous êtes normal, quoi, normaux. Tu prends la bouteille, 200 shekels, tu la jettes à la poubelle. C'est pas possible, je suis écœuré. Est-ce qu'elle est mangeable? Oui. Elle est mangeable, mais ça t'écœure à toi. Est-ce que tu as le droit d'allumer avec ça maintenant Hanouka? Oui. Non. Non. Pourquoi? Parce que vu que cette huile, elle t'écœure, il te la claire. Donc, non, c'est pas qu'elle est souillée, attention. C'est pas une question de comestible ou pas, parce qu'on peut même allumer avec une huile qui n'est pas comestible. Mais vu que cette huile maintenant, elle t'écœure, tu peux pas prendre ça et avec quelque chose qui t'écœure allumer la Hanouka. Ok? Attends, juste fini. Une seconde. Non, tu n'allumes pas avec ça, tu prends des bougies en cire. Alors regardez. Maintenant, c'est important une chose. On n'est pas obligé d'avoir une huile comestible pour allumer Hanouka. C'est pour ça que, tu vas dire, je comprends pas. Ça, c'est une huile qu'on appelle Shemen Lamao, une huile qui est faite pour être éclairée. Quand on sait qu'elle est kshira là, on a adlaka. Alors qu'une huile méhadrine, 200 shekels la bouteille d'huile d'olive, tu me dis que maintenant, elle est plus cachère pour allumer. C'est pas une question de ce que c'est comestible. C'est une question, est-ce que cette huile, elle t'écœure? Si elle s'est salie pour toi,
Maintenant, elle est écœurante, tu ne peux pas l'utiliser. Mais je répète, ce n'est pas une question de comestible parce qu'on sait qu'on peut allumer avec une huile qui n'est pas comestible. Maintenant, vous n'avez pas d'huile. Vous pouvez allumer avec des bougies en cire? Oui, il n'y a aucun problème. À condition que la bougie, elle tient une demi-heure. Attention, c'est très important. Une personne ne peut pas faire la bracha. Vous savez, sur les petites bougies colorées qu'on vend là dans le commerce, qu'on achète en général pour les enfants. Attention, prenez pas ça pour allumer. Dans la majorité des cas, ça ne tient pas 30 minutes. En maximum 20 minutes, c'est déjà consumé. Allez, vous allez la terminer en 24 minutes. C'est pas bon là. C'est bracha levatala. Vous voulez, voilà, si vous voulez allumer sur des bougies parce que vous n'avez pas d'huile ou parce que je ne sais pas pour quelle raison, vous pouvez, c'est cachère, mais uniquement des bougies qui vont tenir, donc comme on l'a dit, une demi-heure au minimum. Birkat Haroé, on en a parlé. L'huile, on en a parlé. Rapidement, où est-ce qu'on allume, les amis, à part à la maison, à la synagogue, n'est-ce pas? Alors, juste au passage, un petit ridouche. Motsei Shabbat, les anciens à Balenu les Torah, on a dit à la maison, on fera d'abord Avdallah, et ensuite on allume la Chanoukia. À la synagogue, c'est l'inverse. D'abord, on fera Chanouka, et ensuite, on fera l'Avdallah. Qui doit allumer? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on allume à la synagogue? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on allume à la synagogue? J'ai déjà un jour posé la question. Les gens qui n'allument pas. Bravo, madame. Très bonne réponse. Kolakavod. Non, c'est pas sûr, vous allez voir. Alors, je vais redire parce que c'est le point B. Pourquoi est-ce qu'à la base, on a instauré une adlaka dans une synagogue? Normalement, c'est à la maison. Mesdames, écoutez, comme ça va m'éviter de répéter après. En plus, c'est important. Il faut comprendre qu'à l'époque, on devait allumer à la maison, il n'y avait pas de synagogue. Sauf qu'il y a eu beaucoup de périodes où les gens avaient peur d'allumer la Hanoukia à la maison et de se faire attraper, de se faire punir, de se faire... Donc les gens avaient peur. Qu'est-ce qu'on faisait? On a dit n'allumez pas à la maison, venez allumer à la synagogue parce que le lien c'est Pirsoumanès. Combien il y a eu ce minag à un moment donné de peur d'allumer à Hanoukia parce qu'on ne pouvait pas allumer à la maison? Ce minag est resté et aujourd'hui encore magique, on allume à la maison, on allume également à la Sina. Qui allume à la Sina? Alors c'est simple, si tout le monde a une maison, Baruch Hashem, on demande à la personne la plus importante. On va demander au Rav de la Keila allumer. Si le Rav après veut faire Kavod à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Après il y a le Kohen, après, etc. Mais si on sait qu'il y a une personne par exemple qui n'a pas de quoi s'acheter Hanouka, qui n'a pas vraiment de maison, etc., c'est à lui d'Afra qu'on va laisser allumer, et comme ça lui va faire la mitzvah, la Kalkat Nerot Hanouka, à la synagogue à travers ça. Donc comme on l'a dit, la quantité d'huile, on a dit, il va absolument faire attention que ça dure une demi-heure. D'ailleurs, regardez, un truc super important. Je vous dis, j'essaye de... Ce cours a pris beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de cas à prendre en compte. Je savais que je n'allais pas vous faire un dixième du cours, mais c'est important. Vous ne pouvez pas maintenant attendre la nuit pour allumer. Ok? Vous êtes pressé, vous devez partir à un mariage, vous n'allez pas revenir. Je ne sais pas, inventez tous les cas que vous voulez. À partir de quand, ou plutôt, vous pouvez allumer vos bougies de Hanouka? Alors, normalement, le temps normal, c'est quoi? 7 Akochavim pour les Sfaradim, au début de la sortie des étoiles. Ça veut dire à peu près un quart d'heure, à peu près après la Shkia. D'accord? Les Ashkenazim, eux, ils allument à la Shkia. Nous, les Sfaradim, on attend le début de Tset Akochavim pour allumer et la demi-heure qui suit. J'ai pas eu le temps. Jusqu'à quand je peux allumer? Toute la nuit. C'est pas les Khatrila. Je dis Khatrila, c'est Tset Akochavim, la première demi-heure qui suit. J'ai pas eu le temps, j'ai eu un problème, ma maison elle va flamber si j'attends pas ma femme ou vice versa au truc ou quoi. Attendez, tout va bien, pas mort d'homme. Mais c'est pas les Khatrila. Mais Maladif, les Khatrila ou Shalom Bayit? Shalom Bayit. Il a fait, super. Jusqu'à quand je peux allumer? Jusqu'à Alot HaShachar. Le lever du jour, non, pas du soleil. Du jour, attention, Netzachama c'est plus tard. Alot HaShachar, c'est le moment où le jour se lève. Je vais pas allumer jusqu'au lever du jour. Si j'ai pas allumé, j'ai raté le mitzvah de ce jour-là. Je ne peux pas allumer après en journée, et encore moins évidemment avec bracha. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est le moment le plus tard. Et quand je commence, si je dois partir avant, je ne serai pas à la maison, par exemple Shabbat, je dois partir. Ok, je reviendrai que plus tard et je ne pourrai pas allumer vendredi soir. À partir déjà je peux allumer même à la Shkia, au coucher du soleil. Si maintenant même à la Shkia, je ne suis pas là, je peux allumer. Je peux allumer à partir du plag. Plag à mincha. Ok, regardez dans le calendrier, c'est quand le plag, c'est à peu près, je dis bien à peu près. Ça bouge en été, en hiver. En été, par exemple, c'est 1 heure avant l'entrée de Shabbat. Là, si je ne me trompe pas, il faut regarder le calendrier, prenez pas au mot, surtout ceux qui regardent sur YouTube après, à peu près 3h30 aujourd'hui. Regardez vos calendriers, le plag Amincha, c'est quand? À partir de plag Amincha, c'est le moment le plus tôt où vous pouvez allumer vos bougies de Hanouka avec bracha. Achatzot chas v'shalom bracha levatala, celui qui fait ça. Interdiction d'allumer les bougies de Hanouka. Maintenant, une question très très importante. Une personne qui va allumer au plag ou à la shkia, ou même à la nuit.
mais qui ne va pas les laisser allumer pendant une demi-heure. Le mec, il sait qu'il va allumer, qu'il va partir tout de suite. Il allume sans bracha. C'est très important ce que je vous dis. L'allumage, au moment que je fais la bracha, je vais avoir tous les données pour faire en sorte que l'allumage va durer au minimum une demi-heure. Si je sais que je vais allumer et que je m'en vais, tu ne fais pas de bracha. Ah, alors là, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. C'est une très bonne question qu'a posée la dame. Imaginez maintenant, j'ai allumé ma Hanoukia. J'ai fait la bracha. Asher Kilesh Mozelou Alikne Hanouka, Asher Asanissim, etc. D'un coup, un appel. J'ai ma fille qui est en train d'accoucher. Ah, branle le combat. Alors attends, tu peux laisser allumer, tu laisses. C'est ce que j'ai fait. Mais il y a des gens qui ont très peur. Non, je laisse pas le feu, nanana. Alors éteins, on va pas t'en vouloir, mais vraiment, la mitzvah, c'est d'essayer de laisser allumer. Je répète, si quelqu'un a peur, il sait qu'il va partir, et quand quelqu'un il va laisser allumer, et qu'il ne restera pas une demi-heure, tu ne pourras pas faire la bracha au moment de l'allumage. Par contre, si tu as été pris de surprise, alors évidemment, tu peux t'en prendras pas. D'ailleurs, si déjà on est dans ça, je continue. Pour faire la bracha, on l'a dit, il faut que l'allumage dure une demi-heure. C'est très important, mes amis également. Où est-ce que vous allumez la Hanoukia? Ça veut dire, attends, là après j'arrive où on arrive par rapport à la halakha. Mais quand vous allumez la bougie, il faut qu'elle puisse tenir une demi-heure. Pas uniquement par rapport à l'huile que vous mettez, mais également par rapport aux dérangements qu'ils peuvent avoir autour. Le vent, le passage, quelqu'un qui veut passer, qui va éteindre. Si vous mettez dans un endroit, la halakha, si vous avez mis dans un endroit où la bougie ne peut pas tenir une demi-heure, même s'il y a l'huile, parce que par exemple il y a du vent qui va souffler sur la bougie, tu ne peux pas allumer avec bracha. Parce que l'adlaka ou sa mitzvah, et l'adlaka, l'allumage ici, ne va pas tenir une demi-heure, donc c'est sans bracha. Par contre, si tu as allumé, tout allait bien, et tout d'un coup il y a eu un courant d'air qui n'est pas normal, et ça éteint la bougie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu dois rallumer ou pas? Non. Alors regardez, tu peux rallumer. Évidemment sans bracha. Mais écoutez bien ce que je veux dire, tu n'es pas obligé de rallumer. Même si ça a duré un quart d'heure, hein, t'es pas obligé de t'offre, t'es dans la demi-heure, c'est mieux. Passer une demi-heure, va die, tu n'es même pas obligé de calculer. Tu veux rallumer, mais en tout cas, tout ça sans bracha. Mais la différence, c'est au moment où tu as allumé, toutes les conditions étaient pour que l'allumage dure une demi-heure. Par contre, si au moment où tu as allumé, tu t'es rendu compte que tu n'as pas mis assez d'huile, ou tu te rends compte d'un coup que le vent, tout de suite, il a éteint, là, tu as l'obligation de rallumer, mais encore une fois, sans bracha. Mais tu as l'obligation de rallumer des bougies. Vous avez compris? Très bien. Allez, j'essaie d'avancer vite et après, on va terminer avec ça. La hauteur, mes amis, de la Hanoukia. Alors attention, je vois beaucoup de choses bizarres. Il faut faire très attention. Il y a la hauteur minimale et la hauteur maximale. La hauteur minimale, Rabotaï, pour s'acquitter de la mitzvah, il faut que la flamme, pas la Hanoukia, la flamme, elle soit au-dessus de 24 cm du sol. Faites attention, des fois on a des Hanoukias très petites, on va essayer de trucs très petits. Si la flamme, pas la Hanoukia, je m'en fous de la Hanoukia, la flamme, vous prenez 1 mètre, vous mesurez du sol à la flamme. S'il y a moins de 24 cm, votre adlaka elle vaut 0. Et si vous avez allumé comme ça avec bracha, vous devez éteindre et rallumer sans bracha. Comprenez, la bracha c'est un one shot. Tu l'as fait bien, tant mieux, tu l'as mal fait, tu as perdu la mitzvah du jour. Ok? Tu as 24 cm, c'est super. Jusqu'à où normalement tu dois aller? 80 cm. Les khatrila, il faut s'arrêter à ce que la flamme soit à 80 cm. Maintenant, je me suis amusé cette semaine. Je suis passé dans des magasins, ma parole. Je me suis arrêté, j'ai pris 1 mètre, j'ai mesuré les Hanoukiot. Les Hanoukiot qu'on vous vend dans le commerce, déjà, elles, toutes seules, elles dépassent les 80 cm. Bah oui. Ouais. Les belles Hanoukiot qu'on met comme ça sur pied, on dépasse, on est à 1 mètre, 1 mètre 10. Aïm c'est cachère, vadaï que c'est cachère. Même si on a fait ça, par contre, il ne faut pas dépasser, mes amis, quelle hauteur? Il ne faut pas dépasser les 20 amot qui correspondent à 9 mètres 60, donc à peu près dans les 10 mètres. Par contre, si une personne a une Hanoukia, méga Hanoukia, qui a plus de 9 mètres 60 du sol, interdit d'allumer avec bracha. Pourquoi? Parce que personne ne voit à cette hauteur. C'est quoi tout le but de la mitzvah? Pire soumanes, que les gens voient, ils se rendent compte du nes. La Gemara, elle dit, dans la Sikhat Souka, c'est pareil avec le srach, etc. Au-dessus de 20 amot, à peu près 10 mètres, personne, à moins qu'un mec il a vraiment un problème d'ego, il marche comme ça avec la tête très haute, personne ne regarde. Une seconde, les Chabad, ce qu'ils font, c'est qu'il y a de la cas publique. Et encore une fois, à 20 mètres de haut de Fred Bracha, c'est un vrai problème. À 10 mètres de haut, par contre, c'est un vrai problème. Je ne rentre pas là-dedans. Je vous dis la vérité, moi j'ai une grande question sur ça. Sur quoi les Chabad s'appuient pour faire la adlaka, etc. Encore une fois, si je fais une bracha sur une autre Hanoukia, la question ne se pose pas. Mais si vous voyez une adlaka qui est faite à plus de 10 mètres du sol avec bracha, la halakha l'interdit. Ok, c'est une bracha les batala. Au moins c'est clair. Après, quand les Chabad fait
selon Almi Lismor, peut-être qu'ils font sans bracha, peut-être qu'ils disent pas le Shem Hashem. Je vous dis la vérité, ça fait des années que j'ai pas assisté à des allumages publics, je ne sais pas comment ça se passe. Ok? Maintenant, pour terminer, on va terminer Bezrat Hashem avec ça. Où je dois allumer à la maison la Hanoukia. Devant la fenêtre. Ça dépend si elle est- Alors regardez. Si la porte de ma maison donne sur un passage, j'allume à l'extérieur de la maison. Ok? Pourquoi? Parce qu'on veut que Pirsoumanes, encore une fois. À quel endroit? Du côté inverse de la mezouza. Pourquoi? Pour qu'un homme il soit enterré de mitzvah. Il y aura la mezouza à droite de la porte, il y aura la Hanoukia à gauche de la porte, et lui en plus de ça, comme c'est un homme, il porte les tzitzit. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Rout ameshulash, lo bimera inatek. Un fil qui est tissé 3 fois, il ne peut pas se déchirer facilement. C'est-à-dire que le type il est entouré de mitzvot, il a mezouza à droite, Hanouka à gauche, les tzitzit sur lui, Baruch Hashem, il baigne dans la mitzvah. Super. Si j'ai personne qui passe maintenant devant ma porte d'entrée, à ce moment-là, j'allume à l'intérieur de l'entrée, pareil, côté opposé de la mezouza. Super. Maintenant, si à ma fenêtre, par contre, j'ai du passage. Donc, j'ai pas de passage à ma porte d'entrée, mais j'ai du passage à la fenêtre. Ça donne sur la rue, et encore une fois, je suis pas à une hauteur au-dessus de 10 mètres. C'est-à-dire, des gens, ils passent, ils vont voir. Je dois allumer à la fenêtre pour qu'il y ait le Pirsou Manès. Très bien. Maintenant, si ma fenêtre est dans nulle part, on l'a dit, hop, retour à la case départ, je rentre chez moi à la maison à l'intérieur, à côté, enfin, au côté opposé de la mezouza. Maintenant, j'habite à 15 mètres de haut, 20 mètres de haut. Vous voyez, dans les tours là, qu'ils construisent, là, vous allez à Rabat-Poleg, etc. Dieu bénisse, on dirait des gratte-ciel. Ok? Donc, tu es pas, même à 50 mètres du sol. Est-ce que tu allumes la Hanoukia à la fenêtre ou pas? Alors, normalement, écoutez bien, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de voisins au même niveau, ça ne sert à rien, personne d'avoir ta Hanoukia, tu la mets à côté de ta porte d'entrée. Par contre, si vous, je prends l'exemple de Ramat-Poleg parce que c'est comme ça là-bas, vous avez des tours les unes à côté des autres, ça fait que chaque voisin, même au 40e étage, il voit la fenêtre de l'autre. Donc il y a un Pirsoumanès. Donc là aussi, tu dois allumer la Hanoukia à la fenêtre parce que les voisins autour vont voir la Hanoukia. Donc tu gagnes le Pirsoumanès. Et pour terminer, le sens pour allumer la Hanoukia, mes amis, rappelez-vous, on commence. Ah non, quelle horreur! Quelle erreur! Les Hanoukiot, le premier soir, on allume la Hanouka, évidemment elle est à droite. Le deuxième soir, on rajoute une bougie, n'est-ce pas? C'est laquelle la nouvelle? Celle qui est à droite ou celle qui est à gauche? Celle qui est à gauche. On commence par allumer par la gauche et on va vers la droite. Et c'est la première, c'est elle, la mitzvah du jour, rappelez-vous. La première qui est à l'extrême gauche à chaque fois, c'est elle, les yeux. Donc on est quoi la nafkamina? C'est le balbel qui doit allumer, ne pas donner à un enfant qui bat le chilouk, etc., etc. Une personne, mes amis, qui n'a pas assez d'argent pour faire l'huile totale, il veut mélanger avec des bougies en cire, etc., il ne faut pas le faire. Soit tu fais qu'une bougie à l'huile, soit tu fais tout à l'huile, soit tu fais tout aux bougies de cire. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si une personne elle passe et elle voit, je dis une bêtise, 2 bougies en huile et 2 bougies en cire, il va dire quoi? Ah, ici c'est pas une personne qui a allumé, mais 2 personnes. Le soir du 4e jour de Hanouka, donc les gens en fait dans cette maison ils sont pas en train de faire la mitzvah comme il faut. Donc il ne faut pas mélanger les manières d'allumer. Ou tout huile, ou tout cire. Mais en Bretagne, n'oubliez pas, même si c'est un peu difficile pour certains, ou je sais pas, je veux pas de l'huile, pas de l'huile. En Bretagne, le mérite de Hanouka, celui qui allume les bougies à l'huile, c'est quoi? Ner mitzvah et Torah or. Chachamim il précise que celui à Nizar, Bener Shabbat et Bener Hanouka, celui qui fait attention à allumer comme il se doit, les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, iske les banim talmidei Chachamim, shiisku le'air et tenem shel Israël batorah. C'est la meilleure ségoula pour avoir des enfants talmidei Chachamim qui illuminent le monde et les yeux du Ham Israël par la Torah. C'est grâce à l'allumage de Hanouka des Shabbat. Mes amis, Chag Sameach à tous, Hanouka Sameach. Si vous avez des questions, je suis là après le cours, vous pouvez vérifier sur le cours, Chazak ou Bao, et que des bonnes choses pour tous. Oui. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים